Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce vendredi 12 mai. Le salon Ever vient de clôturer ses portes en principauté. Ce rendez-vous dédié à la mobilité durable aura présenté les dernières nouveautés dans le domaine. Reportage à suivre dans quelques instants. La jeunesse fait entendre sa voix dans les hémicycles du CESE et du Conseil national. Vous découvrirez les propositions de ces élus en herbe. Nous recevrons dans notre JT ce soir Geneviève Fraisse qui intervenait hier dans les rencontres philo. Avec elle, nous aborderons le thème d'aimer son corps et vous découvrirez également le programme de la semaine Philo Monaco qui débutera le 12 juin prochain. Et puis à la fin de ce journal, Gabriel Béraha lèvera le voile sur un trésor englouti situé dans les Bouches-du-Rhône, la grotte Cosquer. C'est l'un des rendez-vous incontournables dédiés à la mobilité durable. Le salon Ever vient de s'achever à l'espace Fontvieille. Ce matin, l'événement a reçu la visite du prince Albert II qui a pu découvrir, en compagnie du président du salon, Bernard Fautrier, les dernières nouveautés dans le domaine et ce dans tous les secteurs que nous a réservé justement cette 18e édition. Élément de réponse dans ce reportage d'Émilie Terrasson et Thomas Deus. Ils étaient une soixantaine d'exposants, dont 30 start-up au salon Ever, de la première voiture électrique de 1891 au nouveau modèle, du drone de livraison en passant par le ventilateur. L'objectif de ce salon est simple, proposer des produits qui s'adaptent à la transition écologique. L'objectif de ce salon, c'est de faire découvrir toutes les nouvelles technologies en matière de mobilité propre, de développement durable. Et au niveau mobilité, on voit avec les véhicules, les deux roues, les vélos, ouvrir à d'autres voies tout ce qui touche au développement durable, les économies d'énergie. Et on a vraiment essayé de s'axer sur l'innovation cette année également. Autour de tables rondes, les experts de l'énergie, les exposants et les constructeurs échangent. Parmi les sujets, l'importance de proposer des idées plus écologiques. On veut réussir la transition énergétique, la transition environnementale. Il faut absolument électrifier tous les secteurs qui émettent du carbone, que ce soit dans l'industrie, il y a des secteurs comme l'acier, et dans le secteur des transports, c'est effectivement la mobilité individuelle et en commun qui va émettre beaucoup. Donc après cette électrification, il faut vérifier que l'électricité est bien décarbonée. Tous tentent de prendre conscience de l'urgence climatique tout en répondant aux besoins des clients. L'urgence climatique et plus globalement la protection de notre planète est une préoccupation qui concerne également la jeune génération. Elle était au cœur de certains projets proposés lors de la séance de clôture du 16e Conseil économique, social et environnemental des jeunes dernièrement. Une quarantaine de lycéens volontaires a participé à ce moment. Plus de détails dans ce reportage de Jessica Granato. Mise en place de taxis-scooters, de panneaux géothermiques, inclusion de personnes sourdes et création d'espaces sécurisés pour les vélos, voici les 4 vœux qu'ont formulés les lycéens lors du CESE des jeunes. Je pense que vraiment cette année encore, c'est un bon cru. Chaque année, les élèves font des présentations absolument superbes, très construites, très réfléchies, très élaborées, quasiment prêtes à mettre en application. Ces projets abordent principalement des problématiques autour de l'écologie et du social, mais surtout en accord avec leurs engagements et leur vie quotidienne. C'est un projet que nous avons choisi puisque nous avons été confrontés, notamment l'année dernière, nous avons eu un camarade sourd avec qui la communication était plutôt difficile. Et quand notre professeur nous a proposé de participer à ce projet, nous avons sauté sur l'occasion pour proposer cette cause afin de l'aider. Cette année est encore une réussite pour ces jeunes. Tous les projets ont été votés à l'unanimité par l'ensemble des élèves présents. Certains projets ont plus retenu l'attention, comme celui des élèves de terminale STI2D du lycée Albert Ier. Ils m'ont proposé un projet très scientifique, qui est à la fois économique, social et environnemental, qui porte sur la mise en place de panneaux géothermiques dans les sous-sols de la principauté de Monaco. Alors oui, je pense que ça peut se concrétiser, comme le ministre a dit. Ils sont très touchés par la géothermie à Monaco, même si c'est quelque chose d'assez difficile. Le projet peut mener à bien, je pense. Le ministre d'État s'est engagé à faire étudier les propositions des jeunes volontaires et d'analyser la faisabilité de chaque projet.
La jeunesse mobilisée et concernée par la vie quotidienne en principauté, ils ont également été force de proposition dans l'hémicycle de la Haute Assemblée lors de la séance du Conseil national des jeunes. Les conseillers juniors de cette deuxième promotion ont travaillé toute l'année sur 2 thèmes, le bien-être à l'école et le lien intergénérationnel. Le reportage d'Émilie Terrasson et Hugo Comassa. Les 12 enfants membres du Conseil national des jeunes ont voté à l'unanimité l'ensemble des résolutions et des suggestions qu'ils ont élaborées. Tout au long de l'année, ils ont travaillé sur l'amélioration du bien-être à l'école et sur le lien intergénérationnel. En fait, on a des réunions de travail, donc à peu près 1 ou 2 pas tous les 2 mois. Et en fait, on a mis en place d'abord, on a réfléchi sur tous les problèmes de la principauté, puis ensuite on est venu aux solutions. On a divisé ces solutions en plusieurs parties et c'est là que les groupes se sont formés. Les uns après les autres, ils font part de leurs idées pour la principauté. Ils souhaitent par exemple la création d'un lieu d'échange pour les jeunes de leur âge, une diversification de l'alimentation pour les cantines scolaires, mais pensent également à leurs aînés en proposant de créer des événements entre les jeunes et les personnes âgées dans les maisons de retraite, une prise de position politique primordiale pour eux. C'est très important pour moi pour pouvoir m'impliquer dans la vie politique de mon pays et pouvoir essayer de changer des choses dans Monaco et permettre aux futurs jeunes de s'épanouir complètement à Monaco. Toutes ces propositions vont maintenant être prises en charge par le Conseil national et seront soumises à un vote dans l'hémicycle. Les rencontres philosophiques poursuivent leur programme de cycle de conférences après la violence, le temps ou encore le rêve. C'est le thème du corps et plus précisément celui d'aimer son corps qui était à l'honneur hier soir au théâtre Princesse Grace. Sur scène, 3 intervenantes, l'académicienne Chantal Thomas, la comédienne Ambre Pietri et la philosophe Geneviève Fraisse. Cette dernière est interrogée par Patricia Navarro. Bonsoir Geneviève Fraisse. Bonsoir. Aimer son corps, c'était donc le thème du dernier rendez-vous des rencontres philosophiques de Monaco. C'est un thème presque fondamental et qui part peut-être tout d'abord du postulat de départ que mon corps m'appartient. Alors, postulat de départ, ça dépend à partir de quand dans l'histoire. Parce que pour que mon corps m'appartienne, d'ailleurs c'était un slogan des années 60, 70 aux États-Unis puis en Europe, à savoir pour obtenir le droit à la contraception et à l'avortement, ce que moi j'appelle, reprenant la tradition des droits de l'homme, un habeas corpus. C'est-à-dire mon corps est à moi. Mon corps m'appartient, donc je peux décider ou non de faire des enfants, de choisir un moyen de devenir finalement ce corps-là, si vous voulez, au lieu qu'il soit dépendant de la nature qui va décider à ma place ce qui se passe et donc produisant des enfants sans que je puisse rien faire contre. Là, je vais maintenant, comme telle la révolution copernicienne, devenir moi, celle qui décide pour la nature que je suis. Mais est-ce que les choses ont vraiment évolué ? On était soumise à la nature quand il s'agit de choisir si on reproduit ou pas l'espèce, c'est-à-dire si on fait des enfants. Et là, on était soumise à la domination masculine qui pouvait décider que le corps des femmes leur appartenait. Ce qui a été le cas de la propriété du corps des femmes pendant des siècles jusqu'au milieu du XXe siècle, on peut dire. Tandis que là, maintenant, les femmes sont propriétaires de leur corps. C'est pas pour ça qu'elles vont pas se battre pour ne pas être possédées comme corps par des hommes, je pense, puisque Donald Trump vient de se faire tancer, juridiquement parlant, par rapport à une plainte pour viol. Ça veut dire donc qu'il y avait là une sorte d'impunité où on croyait que le corps des femmes, on pouvait le posséder. On n'en était pas propriétaire, mais on pouvait le posséder. Et puis il y a un autre aspect, c'est le corps qui est aussi au cœur, il est vrai, du paraître. Comment on souhaite le représenter ? Comment les femmes artistes elles-mêmes ont souhaité le représenter ? Oui, on se focalise beaucoup sur le fait de ces femmes qui voudraient se montrer et se demander comment elles doivent paraître. Et moi, ce qui m'a intéressé dans mes travaux, c'est de regarder comment, à partir des années 1800, où on voit nettement apparaître les femmes artistes, les femmes peintres notamment, je pense, elles se représentent souvent comme dans l'atelier en train de peindre. Et puis 100 ans plus tard, elles vont s'approprier, là encore on est toujours dans la question de la propriété, elles vont s'approprier l'espace où elles peuvent non plus être seulement un modèle pour des hommes artistes, mais devenir elles-mêmes artistes, donc représenter leur propre corps. Et ça, c'est le tournant des années 1900. En France, la mieux placée, si je puis dire, et la plus intéressante à mes yeux, c'est Suzanne Valadon.
Suzanne Valadon, donc mère du trio par ailleurs, mais surtout aussi peintre, après avoir été modèle. Et là, elle va représenter son corps et la nudité de son corps, c'est-à-dire ce que faisaient les hommes à la place des femmes. Ils représentaient les femmes nues. Eh bien, les femmes vont s'approprier leur corps tout au long du XXe siècle, dans l'histoire de l'art, et montrer aussi qu'elles peuvent montrer la nudité de leur corps. Donc c'est assez intéressant ce retournement si vous voulez, d'objet qui devient sujet, et le sujet qui se représente comme objet dans l'histoire de l'art, pour prendre la place que les hommes avaient gardée pour eux. On ne peut pas évoquer enfin cette thématique d'aimer son corps sans mentionner une évolution importante et récente, un mouvement là aussi qui est en marche. C'est le mouvement sur le genre et les revendications sur le genre et l'acceptation notamment grâce aux jeunes générations qui poussent. Hein. Alors ça c'est la question de l'identité, plus que la question de l'égalité et de la liberté. Donc on est dans des questions de l'être et non pas... d'un comportement comme ça global. On sort, si vous voulez, de ce qu'en philosophie on a appelé le même et l'autre tout au long du 19e et du 20e siècle, et que d'autres aujourd'hui disent binarité, c'est-à-dire masculin-féminin ou féminin-masculin, femme-homme, homme-femme, pour passer au multiple. C'est-à-dire on change de paradigme, pour employer un terme savant, on change de paradigme, au lieu qu'il soit binaire, il va devenir comme ça multiple entre le 1 et le multiple. C'est-à-dire, alors, ce qui n'est pas exactement le neutre non plus. Donc ça s'appelle la question de l'identité, bien sûr. Et aimer son corps, c'est pouvoir se représenter comme n'étant peut-être pas ce qu'on vous a forcé à vouloir être. Merci Geneviève Fraisse d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté cette conversation alors que vous êtes intervenue hier soir sur la scène des rencontres philosophiques. Merci à vous. Geneviève Fraisse qui intervenait donc lors des rencontres philo, et peu avant ce rendez-vous, les organisateurs ont convié la presse pour présenter la programmation de la semaine Philo Monaco. L'événement fera son grand retour du 12 au 18 juin. Écologie, éducation, soins, femmes et art de vivre font partie des thèmes qui ont été dévoilés par Charlotte Casiraghi, la présidente des rencontres philosophiques. Les détails dans ce reportage de Sandrine Nègre et Thomas Deus. Un programme dense, intense et intéressant. Pendant plusieurs jours, des intervenants de qualité vont se succéder pour parler et échanger avec le public autour de sujets, avouons-le, qui nous touchent tous. Une journée type, matinale philo au marché de la Condamine dès 9h, déjeuner philo au théâtre Princesse Grasse à 12h30, avant une après-midi de discussion et de table ronde au théâtre également. Nous pensons qu'on vit mieux avec la philosophie. Si on a quelques outils pour comprendre ce qui nous arrive, c'est quand même mieux. Mais nous ne voulons pas traiter de questions abstruses que personne ne comprend. Donc nous abordons toujours des questions qui sont celles de tout le monde. Et en effet, au sein de ces thèmes qui s'imposent aujourd'hui, qui pourrait dire l'écologie aujourd'hui, bon, on verra plus tard. Ben non, il faut voir tout de suite. Et après avoir parlé écologie, éducation, soins et femmes en semaine, le week-end des 17 et 18 juin sera lui marqué par l'art de vivre à l'hôtel de Paris, à l'hôtel Hermitage ou encore au Yacht Club. Au programme cette fois-ci, gourmandise, courtoisie, chance et même shopping, sans oublier que faire avec les cons. Nous n'abordons comme tabou aucun sujet. Et par conséquent, que faire des cons ? C'est une vraie question. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde toute la désinformation qu'il y a sur les réseaux, quand on voit des gens sérieusement soutenir que les Égyptiens ils avaient de l'électricité, la question c'est pas de dire mais qu'est-ce qu'il est con ? C'est de dire mais que va-t-on faire de générations qui sont élevées sans le souci de la séparation entre le vrai et le faux. Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se déplacer, sachez que les rencontres philosophiques proposeront aussi un rendez-vous le matin dès 10h à la radio sur France Culture. Les matinales philo au marché seront diffusées sur Monaco Info. La semaine Philo Monaco sera aussi marquée par la soirée de remise des prix. À vos agendas donc, et n'hésitez pas à vous rendre sur le site philomonaco.com.
Intéressons-nous à présent à un trésor que la mer a gardé pour elle durant des millénaires. La grotte Cosquer est située dans les Calanques de Marseille. Découverte en 1985, elle a mis en lumière une histoire jusqu'alors engloutie. C'est cette histoire qui était à l'honneur au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco jeudi soir et que nous allons aborder avec notre prochain invité, Gabriel Berraa. Il est interviewé par Patricia Navarro. Bonsoir Gabriel Berraa. Bonsoir. Vous êtes préhistorien responsable de la médiation scientifique et culturelle à Cosquer Méditerranée. La grotte Cosquer nous dévoile toutes les richesses du paléolithique. Oui, alors la grotte Cosquer, c'est un trésor préhistorique, paléolithique, comme vous le dites si justement. C'est une grotte ornée sous-marine qui nous renseigne sur le paléolithique de la Provence orientale et occidentale et qui nous renseigne sur les pensées et les cultures de nos prédécesseurs en France. Et ce qui rend ce site encore plus surprenant, c'est qu'il est situé à 37 mètres sous le niveau de la mer. Et oui, tout à fait. L'entrée est à 37 mètres sous le niveau de la mer, mais les parties ornées, elles, sont hors d'eau, sont au niveau de l'eau précisément. C'est une grotte qui était accessible à pied sec à l'époque où les artistes ont fait les dessins, puisque le niveau de la mer est monté suite au réchauffement climatique d'il y a 10 000 ans. Et l'histoire de sa découverte est une véritable épopée. C'est une vraie aventure moderne, puisque c'est une histoire de plongeurs, de plusieurs plongées, de plusieurs explorations, d'un grand boyau qui fait 137 mètres de long. C'est une histoire de persévérance, une histoire de motivation, de volonté, qui a amené à la découverte d'un des plus beaux trésors archéologiques qu'on connaisse aujourd'hui. C'est la seule grotte sous-marine que l'on connaisse au monde ? Alors c'est la seule grotte ornée sous-marine qu'on connaisse actuellement, oui. Il en existe probablement d'autres que malheureusement on n'a toujours pas découvert ou qu'on ne découvrira jamais. La probabilité qu'on trouve cette grotte-là était déjà très très mince, que les dessins soient conservés aussi. Mais l'avenir nous réserve peut-être d'autres surprises. Et qu'est-ce qu'elle a permis d'apprendre sur notre passé préhistorique ? Vous nous l'avez dit, il y a des dessins, il y a des traces. Elle nous a renseigné beaucoup sur la préhistoire de la Provence notamment. Déjà dans les années 60-70, on imaginait que beaucoup du patrimoine préhistorique provençal était sous la mer. Ça nous a permis de le confirmer, ça nous a permis aussi de confirmer la présence d'art pariétal en Provence et dans le sud-est de la France en général. Et ça nous a permis aussi de découvrir la présence de certains animaux à proximité des humains, comme des grands pingouins, des phoques moines ou des antilopes saïga qui étaient très très peu connus avant qu'on ne découvre la grotte Cosquer. Et ce qui est formidable, c'est que c'est un site qui se visite aujourd'hui, mais indirectement, presque comme si on y était. Oui, il se visite indirectement puisque vous pouvez visiter une restitution, une copie physique de la grotte que vous pouvez explorer dans des modules d'exploration. Vous êtes littéralement sous l'eau. Et vous visitez la grotte dans des conditions que vous ne pourriez pas avoir si vous visitiez bien évidemment la grotte originale. Une grotte qui est interdite d'accès, protégée par les services de l'État français, pour des raisons évidentes de conservation et de sécurité. Parce que c'est un trésor en sursis ? C'est un trésor en sursis, tout à fait, puisque la mer monte de plus en plus aujourd'hui, avec ce réchauffement climatique, ce dérèglement climatique qui nous touche tous. Et certains dessins, certaines gravures qu'on a pu observer en 1991 lors de la découverte de la grotte, aujourd'hui ont déjà disparu. Oui, c'est une belle animation, une découverte dans des chariots. Le prince Albert II s'est d'ailleurs rendu sur place en décembre dernier. Et il y a la proximité du Mucem, ce qui en fait un vrai pôle de découverte, le temps d'une journée et pas si loin de Monaco. C'est ça, on est les voisins directs du Mucem, vous êtes à proximité de la cathédrale de Marseille, Sainte-Marie-Major. Vous êtes dans un coin exceptionnel de la cité phocéenne et nous sommes ouverts depuis presque un an maintenant. Et nous recevons déjà quand même pas mal de visiteurs, on est assez contents et c'est vrai que c'est un lieu qui attire beaucoup. Voilà donc une belle idée de découverte à Marseille à 2 heures de Monaco. Merci Gabriel Berraa d'avoir été notre invité alors que vous venez de donner une conférence au musée d'anthropologie préhistorique. Merci à vous de m'avoir invité, puis je vous souhaite de recevoir beaucoup de public monégasque à l'avenir dans ma belle cité phocéenne. Jetons un coup d'œil à présent sur vos prévisions météo avec vous, Christinda Thomel. Bonsoir Christinda, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour ce début du week-end ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Samedi, des instants orageux sont possibles. La journée sera nuageuse et pluvieuse. Les prévisions indiquent une possibilité de précipitation autour de 40%. Les températures oscilleront entre 11 et 15 degrés. Un temps plus frais donc que les jours précédents. Le soleil se lèvera à 6h05 et se couchera à 20h47. Demain, nous fêterons les Rolandes.
Merci Christinda et merci à vous de votre fidélité. On se quitte en faisant un bond dans le temps avec les archives des photographes de la direction de la communication. C'était en mai 2003. Le relais de la flamme de Special Olympics faisait étape en principauté avant de prendre la direction de l'Irlande pour les Jeux d'été. Une pensée à Mireille Calme, fondatrice de Special Olympics Monaco, et pour les athlètes monégasques qui participeront dans un peu plus d'un mois aux Jeux mondiaux à Berlin. Passez une excellente soirée et rendez-vous demain pour votre édition du week-end.